Bonjour à tous et bienvenue pour ce 21e podcast du forum 24 secondes et notre deuxième podcast sur les finales de conférence. Après avoir fait un petit peu en retard à l'ouest, on va s'attaquer à l'est et une série qui n'a pas encore commencé cette fois entre Atlanta et Milwaukee. Alors les deux équipes sont passées au Game 7 au tour précédent. Atlanta qui a sorti le premier seed, Philadelphie voilà, qui a sorti le premier seed Philadelphie et Milwaukee qui a sorti Brooklyn. Milwaukee qui jouera toujours sans Dante DiVincenzo face à une équipe des Nets qui était un petit peu décimée quand même au bout d'un moment. Kyrie absent au milieu de la série quand même, qui a loupé beaucoup de matchs. Et James Harden qui était diminué, bon, peut-être pas autant qu'on veut nous le faire croire, mais qui était quand même bien diminué et ça se voyait sur le parquet. Atlanta de leur côté, ils ont joué sans DeAndre Hunter, quelques petits pépins physiques du côté de Bogdan Bogdanovic, une petite épaule chiante pour Trae Young apparemment, et côté Sixers, à part une déchirure du ménisque de Joel Embiid qui fait qu'il joue sur une jambe apparemment. Non mais sinon tout va bien. Tout va bien. Green aussi. Ah oui, ça va, et Danny Green il a loupé combien de matchs au final? Je sais plus, je crois à partir du Game 4. Ouais, Je sais plus trop. je crois. 4 ou 5, ouais. Ouais, il en loupe 2 ou 3. Voilà. Bah, du coup, je vais commencer par le doc pour nous raconter l'upset incroyable d'Atlanta qui a éliminé Philadelphie. Doc, c'était comment ce réveil ou alors cette gueule de bois après ce Game 7? Franchement, on l'a vu venir, hein. Et moi, c'est sur sur ces playoffs. J'ai le seum, c'est pas sur cette série, c'est juste que en fait les playoffs sont ouverts comme jamais et c'est une année où il faut prendre la bague. Donc ça fait chier là-dessus. Ensuite sur la série en elle-même, je me souviens pour la preview avant le début de la série, j'avais parlé de la défense par rapport au lob de Trey pour que ce soit Capella ou Collins. Pas trop vu d'ajustement là-dessus pendant la série. Et puis bon, c'était au Game 6, non, le Game 5. Ouais. Ça, c'est pas possible, ça. T'as pas le droit au basket de faire ça. C'est la marque de Doc Rivers. Ah non, et puis ouais, c'est Doc Rivers qui. Après, on va commencer par Simmons. Ok, il mérite ses critiques, y a pas de souci là-dessus. Mais ensuite, en fait, tu viens de perdre en 7, t'es premier de l'Est. Il n'y a pas à mettre quelqu'un en avant, oui, c'est lui le responsable ou quoi. C'est Embiid, oui, j'ai joué blessé, ferme ta gueule au bout d'un moment. Tu viens dire que t'es MVP, je t'ai vu perdre les balles game 6 et 7, je sais plus combien il en perd. 8 Mais et le 8. game 6, tiens, pas mal. Excellent ça. Et le game 7, j'ai surtout 3 pertes de balles, une, il envoie une passe, je sais même pas ce qu'il essaye de faire. T'as 2 hawks entre la personne à qui il essaye de l'envoyer, intercepté panier, il y en a une autre dégueulasse. Et puis celle en fin de match, franchement, j'ai pas vu la fin de match parce que j'ai quitté après ça. Et puis, non, mais vraiment, et puis le mec, derrière, il vient, il ouvre sa bouche. Bon, alors attends, Sinon- il peut un peu l'ouvrir sa bouche. Ah non Au Game 6, c'est qui le seul à marquer de la deuxième mi-temps avec cette QA? C'est D'accord. Simons ou c'est Embiid? Au game 5, c'est qui marque pas pendant toute la deuxième mi-temps? Au game 7, c'est qui est-ce qui perd la balle sur un play décisif? Alors que justement, Simon, c'est justement sur les plays d'avant, il a bien lock triangle. C'est un peu trop facile de tomber sur Simon, surtout de la part d'Embiid ou de la part de Rivers. Après, Attention, je tombe pas que sur ouais. Simons. Et Simons, à mon avis, il a surtout une bonne grosse déchirure du mental. Mais ça, il va falloir qu'il le travaille. Mais je suis contre ceux qui ne tombent que sur Simons. Mais tomber sur Embiid parce qu'il a ouvert sa gueule comme un grand con comme d'habitude, je trouve ça un petit peu facile aussi. C'est Si tout pas le monde facile. avait assumé comme lui, même s'il est passé au travers par moment, les Philadelphie seraient passés. Et justement, tu le dis toi-même, il a assumé quoi en fait? Il est passé au travers par moment, comme tu dis. Au bout d'un moment, Ouais, c'est mais est-ce qu'il lui est au en moins droit il de venir essayait, les lui voir? il les prenait les shoots. Lui au moins. Quoi? Il essayait quoi? Le mec, il prend des pull-ups à 3 points une fois qu'il est fatigué. Et ça, il le fait même en saison régulière. Franchement, il est pas en position de parler. 0 sur 11, c'était au Game 5, je crois, qu'en seconde mi-temps. C'est Ouais, c'est toujours la même chose. Il a contact. Les arbitres, la faute, au lieu de se replier en défense, des choses comme ça. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir les mêmes attentes pour un mec. Il se proclame MVP. Il dit qu'il est la star de l'équipe, qu'il porte l'équipe, il veut la porter au titre, des choses comme ça. Mais il faut pas s'attendre à des attentes de role-player. Tu te dis à un Tybalt, par exemple, pas grand chose à lui reprocher.
c'est un différence au niveau des attentes. J'entends, mais je trouve que dans le topic des Sixers, ça tombe un peu facile sur Jojo. C'est tout. Bon, et pour. Oui, il est pas irréprochable, oui, il est passé au travers de certains matchs, mais il a pas refusé des shoots, il a tenté. Et puis pour ce qui est de réclamer la faute, t'as un bon spécimen en face aussi, hein, donc Bah C'est pas justement, mon équipe, je m'en justement, pour parler un petit peu d'en face, Pop, toi qui étais le seul d'entre nous à avoir mis Hawks 4-3 d'ailleurs contre les Sixers, clairvoyant. qu'est-ce que t'as pensé d'Atlanta là sur la série? Ça va paraître un peu surprenant, mais j'ai été au final plutôt déçu par Atlanta vis-à-vis du jeu qu'ils ont proposé. Mais la défense de Philadelphie, notamment sur Trae Young, j'ai trouvé très 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 faible par rapport à ce qui était proposé même au tour d'avant contre Washington, notamment Ben Simmons. Hein. Quand Ben Simmons défend sur Trae Young, il est à un ratio de 26 passes décisives pour 3 pertes de balles sur la série. Enfin, je pense que ça se passe de commentaires. Et malgré un Bogdanovic très mauvais, un Lou qui était pas trop dans le coup et un Trae Young maladroit au shoot, les Hawks l'emportent avec des Sixers très adroits de loin. Voilà, je pense que c'est pas du tout le scénario que je voyais, malgré le score qui est le bon au final. Mais c'est pas du tout la série que j'envisageais en tout cas. attention, tu dis que Simon c'est pas du tout défendu comme il fallait sur Young, mais tu dis toi-même que Young est pas fou à 3 points. C'est peut-être lié quand même. Non, il C'est parle justement Non, ça allait peut-être pas. parce qu'il savait que ça allait être chiant qu'il a fait plus de passes. les pick and roll. Non, justement, ça l'est pas, parce qu'il est à 6% de plus lorsqu'il est défendu par Ben Simmons que lorsqu'il est défendu par tous les autres Sixers. Ah, j'avais pas cette stat-là, ça m'apprendra à fermer ma gueule. Après, c'est une stat à prendre avec des pincettes parce qu'on défend jamais vraiment tout seul. Il y a aussi des séquences où ça peut être une sortie de pick and roll, ça switch, et du coup, c'est accordé à un autre Sixer alors que c'est Simmons qui switch bien. Donc voilà, ça reste une stat, mais ça montre quand même il a pas été au niveau. Bah, il y avait Disons que moi, de ce que j'avais vu des matchs, c'est pas la défense de Simons qui m'a posé le plus problème. Bah, il y avait des séquences où il a été bon et comme on pouvait s'y attendre, Trae Young, il y a quelques matchs où il a quand même souffert un peu par moment de la défense, mais euh, au final, je me suis demandé si Simon n'était pas trop grand pour Trae Young. Et c'est là où je rejoins Pop dans le sens où les 26 passes, 3 turnovers me dérangent parce que l'atout de Simon sur Trae Young, c'est clairement sa taille, ses bras qui sont télescopiques par rapport aux petites ailes de poulet là, de Trae Young. À défaut de l'empêcher de shooter et de mettre des paniers, t'es censé être plus facilement sur les lignes de passe, être plus rapide, pouvoir l'encercler presque avec tes bras. Et sur ce point-là, je l'ai trouvé décevant. Et du coup, ce qui était censé être son impact en défense, parce que clairement, de l'autre côté, par contre, Trae Young, il est petit, il est vif, il est rapide. Simons, il a beau être grand et très rapide pour sa taille, il y a quand même un gap qui allait forcément se faire sentir. Et Trae Young l'a un peu baladé parfois. Mais ouais, je sais pas, j'étais un peu déçu aussi. Je crois qu'au bout d'un moment, de toute façon, j'aurais envoyé Tybalt en mission H24 sur Trae Young parce que Danny Green, il a pris la marée au début et après, de toute façon, il était out. Euh, mais là, Atlanta, ce qui est beau et ce qui fait leur force, c'est que Trae Young, voilà, on est au Game 7. Il met pas un shoot, franchement, c'est un truc de fou. Et même les 2-3 matchs avant, je crois que c'est le Game 6 où il se chauffe à fond en fin de match, mais il commence quand même très 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 sale sa rencontre. Il met pas un panier. Et par contre, voilà, les role players, ils sont là, quoi. Ça peut être Bogdanovic, ça peut être Hurter comme au dernier match, John Collins, Clint Capella, Danilo Gallinari, même Lou Will, voilà, t'as raison Pop, il fait pas une super série, mais il a le Game 7 là, il y a un moment Un où gros match. ouais, le Game 7 ils sont un gros match, il relance l'équipe plusieurs fois, que ce soit par son shoot ou juste par son jeu en général sur ce match là. Euh, et voilà, et en fait c'est exactement ce qu'on avait, enfin en tout cas je me souviens de ce que j'avais dit et je crois que j'avais été un peu rejoint, c'est que c'est sûr Trae Young il allait un peu souffrir sur certains matchs. Il allait clairement tirer l'épingle de son jeu quand même au global parce qu'il est trop bon pour être maîtrisé sur 7 matchs, c'est normal. Mais voilà, les quelques matchs où il a été stoppé un peu, c'était les matchs que Philly devait gagner et c'est les matchs que Philly n'a pas gagné comme ce Game 7. Donc voilà, Un- vas-y, vas-y. Non, vas-y. J'allais conclure, tu vois, j'allais dire, voilà, c'est quand même après aussi à mettre au crédit des Hawks d'avoir su bien jouer dans cette série
et d'avoir gagné. On peut pas non plus dire que ce sont que les Sixers qui ont perdu. Voilà, Atlanta a sorti Ah bah, une très belle série quand même, il faut le noter. tout à fait, ils ont jamais rien lâché. Après, je pense qu'on a quand même oublié, pour moi, le plus gros problème. C'est le plus gros problème à Philadelphie, c'est pas Embiid, c'est pas Simmons. En playoff, c'est Doc, quoi. Je suis désolé. Tu prends sur 2 ou 3 matchs de suite une marée à un moment, tu fais pas un call. Putain, mais fais un call, arrête le jeu. Bah, N'importe quel coach intelligent fait ça. j'avais envie de croire que la défaillance des Clippers de l'an dernier était aussi due au mental de fragile des superstars qu'ils avaient là-bas, mais quand tu vois enfin, l'opposé des parcours est incroyable, quoi. On a parlé un peu avant dans le podcast sur les Clippers, mais voilà, cette année ils ont un mental de fou, ils se battent sur tous les matchs. Et Doc est reparti faire sa craquette aux Sixers. C'est vrai que je commence à avoir du mal à lui donner de crédit. Et pour moi, vraiment, il est tombé dans une catégorie là de. Le bon coach de la saison régulière. Ouais, Voilà, ça s'arrête là. de coach surcoté qui vit en fait sur un accomplissement qui a eu il y a plus de 10 ans désormais. Puis il a rien fait en playoff, Doc, depuis. Ah, mais comme je te dis, pour moi, il est bon en régulière. Bon, allez, on va. Pour te monter un esprit d'équipe en régulière, il n'y a pas de souci. Et il est très très fort. Là où il est le plus fort, d'ailleurs, je trouve, c'est avec des effectifs moyens, comme les Clippers il y a quelques années, comme le Magic en début de carrière. Mais voilà, en playoff, j'ai vu passer une stat. Ça reste un des coachs qui a le plus perdu le game set quand même. Ouais. Bon, on va tourner. On va Je tour- peux le chiffre exact. Snyder hein. List, quoi. Un gros problème de rotation, quoi, pour moi. On va. Et c'est pas possible. Il y a trop de trucs, tu te dis, c'est à. Je sais plus quel match, mais c'est le match 2, je crois, où Milton fait mais il rentre dans le troisième quart-temps, il fait basculer le match. On voit plus de la série. Que des trucs comme ça. C'est Maxey. Il est juste pour Therese Maxey. Il fait un gros game 6. Du coup, il a eu ses minutes au game 7. Mais sinon, c'est jamais il change. Il avait essayé Korkmaz une fois que Green était blessé. Il est resté jusqu'à la fin alors qu'il était Nul. dégueu, franchement. En défense, ça n'a jamais été un foudre de guerre. Et puis en attaque, il apportait rien. À côté de ça, il n'était pas aidé par le zéro mouvement en attaque des Sixers, mais assez indigeste à voir comme coaching. Dit comme ça fait penser au Thibodeau des mauvais jours. Ouais, pour tourner un petit peu là, parce que on va aussi parler un petit peu de Milwaukee qui a sorti les Nets 4-3. Pop, t'as pensé quoi un peu de Milwaukee dans cette série? Mais j'ai un peu le même discours qu'avec les Hawks. Je voyais Milwaukee vainqueur. Ils ont gagné, mais dans le scénario, j'imaginais pas du tout que Milwaukee serait aussi faible et dominé. Je pense que donc on est tous d'accord que sans blessure, les Nets étaient immensément au-dessus, avec un immense Duren d'ailleurs. Mais j'ai trouvé Milwaukee très décevant. Je pense que celui qui le symbolise le plus, c'est Jrue Holiday, qui fait une série vraiment immonde. Il est nul du début à la fin en attaque. Il se rattrape forcément parce que c'est un two-way. Et donc, il fait des côtés, mais qui en attaque est immonde. Et Middleton, que j'ai trouvé vraiment en deçà de son niveau en général, que ce soit en régulière ou en playoff. Très, très irrégulier Middleton, il sort 2 gros matchs je crois, et à côté il y a un peu de vide. Ouais, Bah, ça reste un shooter. Hein. ouais, après Jrue clairement là en attaque, à part à part quelques actions. Il relance quand même le Game 7 sur la fin, il fait quand même. C'est la confiance du joueur après qui fait que il sort un shoot quand même assez monstrueux à la fin, enfin un très bon shoot à la fin au Game 7 pour clore la rencontre. Mais ouais, dégueulasse en attaque, Jrue Holiday, très très déçu. J'ai le sentiment que Milwaukee, qui a été bousculé, toute l'année, j'ai bien aimé leur fond de jeu qui avait changé. Ils avaient testé beaucoup de choses et ils sont vite retombés dans leur travers en fait dans cette série, je trouve. Dès que Brooklyn les a chahutés, leur a mis les a bousculés, ben ils sont retombés dans leur travers de Yanis qui prend la balle dès le début du cours et qui fait tout droit et qui ressort ou qui tire. Le Il jeu. y a qu'à avoir le Game 3 qui gagne miraculeusement. Ah ouais, non, mais le jeu stéréotypé des Bucks qu'on déteste, qui a été dégueulasse l'an passé, qui est. Mais à la fin du premier carton, si je me souviens bien, on en discutait en même temps qu'on discutait, ce jour-là, tous les deux. À la fin du carton, t'as Middleton 15 points, Yanis 15 points, et le reste,
rien. Ah ouais, mais c'est tous les tirs carrément, je crois, enfin peut-être à part 2 ou 3 qui avaient été pris en un quart temps par Giannis et Middleton, mais on... Et je t'avais dit, le reste de l'équipe est pas chaud. Brooklyn va revenir en deuxième mi-temps, en deuxième quart-temps. Ouais. Et ça a pas manqué. À la fin du deuxième quart-temps, ils étaient revenus au niveau. Voilà. Moi, je suis autant en saison, surtout sur la fin de saison, Milwaukee m'avait bien plu. Mais là-dessus, je suis comme toi. Limite, leur passage, je suis mon Benoît Père, mais la chatte. Hein. Parce qu'il y a pas 36 blessures chez les Nets, ça fait 4 ans, merci, au revoir. Hein. Et ça n'a pas du tout joué au niveau. Encore une fois, on parlait de Holiday qui a été dégueu en attaque, bah ouais, il faudrait qu'il ait le ballon dans les mains aussi. Si Yanis a tout le temps dans les mains, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Après, il sort une... Même quand il a dans les mains, il a pas été très bon. Mais... Oui, mais si t'as pas le temps de te chauffer... On voit qu'il est moins bon que Bledsoe, quoi. je l'attendais Allez. celle-là. Je l'attendais tellement. Il en profite. Ah, mais il y en a un autre qui s'est fait plaisir à la fin de la série pour dire... Ah, il est content, hein. Ah, il est content, hein, mais on pourra lui J'ai vite rétorquer. oublié que le 8 s'est fait éclater. Ouais, on pourra lui rétorquer qu'il sort en finale de conférence cette année quand même. Donc c'est bien qu'il y a un changement. Ouais, c'est passé. Et puis, après, ouais, il est pas fou, mais il met quand même ses 15-20 points. Oui, et puis en À 15-20%, c'est ça qui est fort. Ouais, jusque Ouais. là, les 15-20 points. Après en défense, il a quand même toujours, il a répondu présent encore, même si c'était pas les match-up les plus simples en face. Il a quand même au moins un impact d'un côté du terrain, quoi. C'est ce qui sauve un peu sa série. Mais Je pense que c'est notamment ça qui fait que Harden revenant sur une patte, il a fait 2 matchs dégueulasses. oh bah oui, là il a été bouffé hein, en étant physiquement aussi fragile, faible, oui, complètement. Alors que tu laisses Bledsoe dessus, on parlerait des Nets en finale. Doc, la série contre la série qui arrive pour Milwaukee contre Atlanta, tu le sens comment? C'est un peu c'est quoi les points clés là pour les Hawks surtout qui ne sont pas les favoris là dans cette rencontre? C'est toujours la même chose. Hein. Il va falloir défendre le pick and roll, triangle, puis avec Capella. Je fais un peu plus je fais quand même confiance aux Bucks là-dessus. Et puis je pense que pour le call, enfin après. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé du coup pour les Sixers tout à l'heure, mais il y a Trae Young a quand même est bien aidé par les arbitres par moment. C'est ce qui fait que tu sais pas trop comment défendre sur lui. Notamment quand vous parliez de Simmons qui disparu défensivement, c'est les matchs 1 et 2 lui Tyball. Le moindre truc c'est sifflé. Après c'est aussi une science du jeu hein, d'attirer l'école, mais ce qui fait que c'est très compliqué à défendre et même des très bons défenseurs de cette ligue trouve en grande difficulté face à lui et limite le laisse prendre son petit pas, aller pénétrer et puis donc flotteur ou bien alley-oop. Et enfin, c'est pas le premier non plus à avoir de superstar call. Il est bien protégé quand même. En fait- Tu vois que il joue bien de son physique. C'est pas nécessairement les Harden aussi, ça va pas empêcher d'être pitresque. mais Mais je comprends ce que Doc veut dire, c'est pas nécessairement entre guillemets les superstar calls dans le sens où je me l'imagine, genre Embiid par exemple, où on est plus dans les superstar calls. C'est vraiment que Trae Young, des fois, quand il drive et qu'il s'arrête, tu le touches à peine, il tire et il obtient sa faute parce que, déjà parce que c'est intelligemment bien joué, parce qu'il sait qu'il va avoir son call en faisant ça. Mais parce que il a tellement un petit physique de petit fragile, j'ai envie de dire que l'arbitre dirait que il siffle quoi, il siffle. Et Il va se demander tout le monde. Je relance dans Harden qui est bien plus tanké, qui a tout autant de fautes quand il est en forme. Hein. C'est pas le même style. Non. C'est pas le même style, je trouve, parce qu'Harden il va les chercher quand il va vraiment dans le drive, enfin quand il est vraiment au niveau de la raquette, qu'il va essayer de conclure au panier, où il joue un peu de ses steps, de son Eurostep pour choper quelques bras et prendre la faute. Triangle, Triangle, je trouve vraiment, il entre dans la raquette, il s'arrête littéralement, et en fait, tu butes un peu sur lui, et paf, il prend sa faute tout le temps. Je vois ce que tu veux dire, mais si t'es fan de l'équipe qui est contre l'équipe d'Harden, tu peux être sûr que, si tu discutes avec un mec qui est fan de l'équipe contre l'équipe d'Harden,
tu peux être sûr que tu vas entendre. Oui, mais de toute façon, il jette ses bras vers les autres, les arbitres le protègent. Ah non, mais clairement, je vais Oui, pas, mais- je défends pas le fait qu'Arden, pareil, c'est un mec qui prend beaucoup de calls, hein, ça, on est bien d'accord, hein. Ah, je ne dirais pas le contraire, c'est un peu la manière qui est différente. Et puis là, on parle de triangle, bien sûr, parce qu'il est, Voilà. il est encore là. Après, voilà, je dis pas ça contre vous, mais plus parce que là, sur le forum ces derniers jours, j'ai vraiment eu l'impression que Trae Young, c'était le seul de la ligue à faire ça. C'était la seule pupute à aller chercher les fautes. Oui, oui, après, c'est un truc qui revient tous les ans quand tel joueur va en playoff. Enfin, je suis pas trop surpris, ça revient souvent, quoi. Mais voilà, ce serait Doncic qui serait en finale, on entendrait qu'il fait que parler aux arbitres. Voilà, Puis, c'est ça, c'est exactement ça, c'est Le situationnel. Brown chaque année quand il y est. Euh, Pop, la clé des Hawks pour toi. Ah, je pense que la clé des Hawks, elle est simple, c'est prier et espérer. Non, mais dans un registre plus tactique, je pense que défensivement, tu vas te faire ouvrir forcément, que tu n'as vraiment aucun défenseur à opposer à Antetokounmpo. Donc il va falloir être dans une efficacité énorme en attaque. Et donc ça passe par Huerter, Bogdanovic et Gallinari, qui doivent être très très forts en catch and shoot sur les drive kick de Trae Young pour pouvoir rester à une efficacité au niveau de celle de Milwaukee qui sera forcément très haute. Ouais, moi je pense que là le gros boulot il va être clairement sur Capella parce que il y aura pas de enfin, il y aura pas de défenseur attitré pour empêcher Yanis d'aller dans la raquette. Et Capella toute l'année il a été une bonne force dissuasive je trouve dans la raquette des Hawks et ça va clairement être une série longue et difficile pour lui parce qu'il va en voir passer du monde dans la raquette. Vu la propension de Yanis et des autres Bucks à aller dedans, avec même Brook Lopez qui poste pas mal cette année. J'ai presque peur qu'on n'ait pas encore vu le plus grand Yanis possible. Parce que au premier tour, le hit il a pas été bon parce il a eu Adebayo en face et c'était Adebayo, hein, c'est un gros monstre pour lui en défense. Au tour suivant, Kevin Durant, c'est pas n'importe qui en défense non plus quand même sur lui. Et même Blake Griffin, il a quand même plutôt bien défendu sur quelques séquences quand même. pas mal pour un mec cramé d'ailleurs. Ouais, pour un mec cramé, pas mal, j'avoue. Il me semble, hein. Là, clairement, il n'y a pas de. Enfin, c'est là où DeAndre Hunter manque cruellement dans cette série. Mais il n'y a pas de gros défenseurs à lui opposer. Et je me dis, ça se trouve, il va sortir une série, mais vraiment monstrueuse et on va pas le voir venir, quoi. Après, je voudrais Bien. modérer un point. Alors certes, Yanis n'a pas été ouf. On a l'impression qu'il laisse, notamment parce qu'il a raté beaucoup de 3 points ou qu'il a eu quelques matchs avec des stats dégueulasses. Mais contre les Nets, il a un seul match en dessous de 30 points. Ah, mais justement, c'est contre le Heat que je dis qu'il a pas été bon. Contre les Nets, c'est là où je dis que ce qui m'effraie, c'est que je pense qu'on n'a même pas vu le top. C'est-à-dire que je te rejoins, il fait une ligne statistique de malade mental contre les Nets, alors qu'il a eu Kevin Durant sur le dos et un bon Blake Griffin quand même plus d'une fois sur le dos. Et je me dis, putain, mais contre les Hawks, en fait, il va tourner à 47 points, 25 rebonds et 5 passes. C'est pas possible. C'est- Le mec a déjà été incroyable contre les Nets, qui avaient quand même quelques bons défenseurs à lui opposer. Qu'est-ce que ça va être contre Atlanta, là? Absolument. Après, je vais rejoindre un peu ce que disait Pop. À moins d'une énorme réussite, je le sens mal barré pour Atlanta. Mais après, c'est déjà bien hein, qu'ils soient là. Personne ne les voyait à ce niveau-là, même pas eux, je pense. Après, il faut pas se sous-estimer. On parlait de coach de saison régulière avec Doc Rivers. Le coach des Bucks, c'est un petit peu ça aussi. Hein. La capacité à trouver des ajustements, c'est pas fou quand il sait plus quoi faire. Bon, bah Yanis, tu plantes dans la raquette et puis t'insistes comme un connard. Euh, pour moi, c'est ça qui laisse un petit espoir aux Hawks. Surtout que ils ont déjà réussi leur saison, ils s'en foutent qu'ils prennent un sweep ou qu'ils perdent un match-set. Et quand tu joues libéré, ça peut aider vachement. Bah, c'est sûr que Milwaukee nous a un peu habitués aux déceptions, mais du coup, je t'en prie, tu peux enchaîner avec ton pronostic sur cette série. Euh, ouais, je pense quand même que les Bucks vont l'emporter. Ouais. Je vois Ex- j'hésite entre 4-1 et 4-2, je vais dire 4-2. Mais
comment dire, si sur les 2 premiers matchs, Atlanta prend pas trop l'eau, et tu vois qu'ils sont pas loin, ils pourraient surprendre encore. Pop, tu valides le schéma de pensée? Ouais, 4-2 pour Milwaukee pour moi. Ok, Doc, ton avis? Même chose. Bah, on va tous être d'accord, hein, parce que moi aussi, j'ai un 4-2 pour les Bucks, voilà. J'ai envie de dire que dans les faits, l'équipe est tellement forte que ça devrait finir en 5, voire peut-être même en 4, même sur des matchs plutôt serrés. Mais voilà, les flottements de Milwaukee, leur capacité à retomber dans leur travers, la déception qu'ils nous offrent depuis quelques temps, une série contre Brooklyn quand même mitigée. Voilà, moi je vais partir sur un 4-2 aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant cette série? Non. Non, et bien parfait, nous allons pouvoir conclure ici. Voilà, c'est notre preview du coup pour Atlanta contre Milwaukee. Dites-nous ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec tout le monde, hein, qui voit un 4-2 pour Milwaukee. Est-ce que vous voyez d'autres clés, d'autres points importants à souligner? Et on se retrouve du coup pour les finales, hein. Je doute qu'on fasse autre chose entre deux. Podcast des finales d'ici 10 jours, 15 jours, voilà, selon l'avancée des séries. Et après, ce sera l'été, et vous inquiétez pas, on aura encore un petit programme bien chargé qui nous attend. Et voilà, c'est tout. Au revoir tout le monde, et bonne soirée. Allez. Ouais.